En quête de paysages. Le Musée des Beaux-Arts de Lyon, en partenariat avec la Mutinerie, Médiation et Littérature et les éditions Plein Vent, sont heureux de te proposer une nouvelle aventure muséophonique à suspense, pleine de rebondissements, de chefs-d'œuvre et de dangers. En quête de paysages, Odyssée nocturne au cœur des riches collections du musée, est signée par Guillaume Le Cornec, qui puise ici à l'univers de sa série de polars botaniques à succès, Enquête au jardin. Mets-toi dans les pas de ces deux héros, Emma et Lucas, et suis leurs aventures à travers les collections de peintures du musée. Au fil du parcours, tu devras te déplacer d'une salle à l'autre en suivant les indications données par les personnages. Pour t'aider à suivre facilement l'aventure, un pictogramme représentant une feuille d'arbre a été placé sur le cartel de chaque œuvre du parcours, c'est-à-dire l'étiquette mentionnant le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre et la date de sa réalisation. Rends-toi au premier étage en montant l'escalier Thomas Blanchet, puis tourne à droite pour longer l'auditorium, le café-restaurant et la boutique jusqu'au palier de l'escalier Puvis de Chavannes. Emprunte l'escalier pour te rendre au deuxième étage, puis entre dans la salle 202, France XVIe siècle, qui se trouve en face de l'escalier. Je vais te raconter une bien étrange histoire, mon ami. Une histoire qui s'est déroulée ici même, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, et que seule une poignée de gens bien informés connaissent. Cette singulière aventure est arrivée à deux de mes enquêteurs, des amis chers, des gens de ton âge, ou à peu près, Emma et Lucas. Mais avant que je te livre ce secret si bien gardé, et que tu devras toi-même garder, il faut d'abord que je me présente. Je m'appelle Jean-Marie James Écoloïde, alias JMJ, et je veille aux destinées de la Guilde des Jardins du Roi. Tu te demandes bien ce que ça peut être, hein ? Eh bien, c'est normal, car la Guilde, officiellement, n'existe pas. C'est une société secrète, oh oui, très secrète, et qui n'a pas que des amis, tu peux me croire. Notre mission ? Défendre la biodiversité et lutter contre certaines forces obscures qui saccagent l'environnement, le plus souvent au profit de l'enrichissement de leurs actionnaires. Et des forces de ce type, eh bien, il y en a, hélas, un certain nombre. Mes amis, ceux dont je vais te parler, Emma et Lucas donc, sont enquêteurs spéciaux en formation pour la Guilde. Être enquêteur spécial à 15 ans, c'est assez rare, je te le concède. Mais ces jeunes gens ne sont pas n'importe qui. Ils ont des aptitudes, disons, assez stupéfiantes. Il y a quelques mois, ils ont été appelés par le Musée des Beaux-Arts de Lyon pour prêter leur voix à une balade audio guidée. Vous appelez ça un podcast, je crois, maintenant. Cet enregistrement, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, devait permettre aux ados, à toi, de découvrir l'évolution de la représentation des paysages et de la nature en peinture. Un bien beau projet, en vérité, et qui leur allait comme un gant. Emma est connue pour être une des meilleures botanistes en herbe de sa génération, et Lucas est un drôle de zèbre sans lequel Emma ne se déplace jamais. Bref, le mardi 23 novembre, vers 21h, la veille de la prise de son qui devait en plus se dérouler en présence de journalistes, Emma et Lucas s'étaient décidés à refaire leur parcours chacun de leur côté pour réviser leurs textes préparés avec l'équipe du musée. Une conscience professionnelle des plus honorables, mais qui allait vite partir en cacahuète, comme Lucas a dû souvent se le dire durant cette surprenante soirée. Je l'entends d'ici. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter un plan pareil ? Lucas le conférencier, Lucas le critique d'art qui n'y connaît rien à l'art, Lucas le boulet, oui. Mais tout ça, c'est à cause d'Emma. Celle-là, je te jure, un de ces jours, je vais lui dire ma façon de penser, moi. Tu vas voir. Bon, alors, la première salle des peintures anciennes. Deuxième étage, salle 202. En face du grand escalier Puvis de Chavannes. Ok, nous y voilà. Une première petite salle que je traverse, puis la seconde. Voilà, notre baptême du Christ.
Bon, alors, il est où ce foutu texte? Ah, ici. Faisant partie d'une série de 8 panneaux dont 5 sont ici exposés et représentant des épisodes du Nouveau Testament, le baptême du Christ a été attribué au maître au monogramme à H. Cette œuvre a été peinte vers 1500. C'est un exemple intéressant de la représentation de la nature et du monde végétal par des artistes totalement imprégnés de symbolisme chrétien. L'art médiéval est lié à une pensée symbolique. Car même si on est en 1500, en Europe du Nord, le maître au monogramme AH étant supposé être originaire des Pays-Bas ou de la Picardie, on considère encore que l'art est médiéval. Donc, à cette époque, on voit dans les plantes des symboles divins qui témoignent de l'unité et de l'harmonie de la création pensée et engendrée par Dieu. On ne cherche pas à représenter la vérité historique. Jésus aurait été baptisé par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain, un fleuve qui coule au Moyen-Orient en zone semi-aride. Le Christ est ici représenté au cœur d'une nature envisagée d'un point de vue occidental. Yes! Oh, waouh, la maîtrise du mec! Je vais finir à l'école du Louvre, moi, ça fait pas un pli. Bon, passons au tableau suivant. Bethsabée au bain du grand Veronese. Mon plan, il est où mon plan? Ok. Je traverse une 3e petite salle, puis la première salle de peinture italienne, d'accord. Et on y est. Puis la grande galerie. Et tout de suite à gauche, en entrant dans la salle 205, ok. Bon, celui-là, vu sa taille, on peut pas le manquer. Cette œuvre peinte vers 1575 par Paolo Cariari, dit Veronese, a appartenu à la collection du roi Louis XIV. D'inspiration religieuse, comme le baptême du Christ que nous venons de voir, Bethsabée au bain illustre, lui, un épisode de l'Ancien Testament. Ce tableau de grand format est divisé en 2 scènes bien distinctes. À gauche, au premier plan, les 2 personnages principaux que nous voyons sont probablement Bethsabée et le messager du roi David, venu lui faire part des sentiments amoureux de celui-ci. À l'arrière-plan à droite, on distingue le jardin du palais, au parterre soigneusement ordonnancé, et des personnages, peut-être le roi David et sa cour. Le contraste est frappant entre ces 2 images juxtaposées. Alors qu'au premier plan, les tons doux et profonds, le mouvement et les effets de matière renforcent la sensualité et la présence des 2 personnages, la partie droite est peinte dans une gamme de couleurs restreinte. La végétation semble domptée et soumise aux lois de la perspective. Grand maître de la peinture vénitienne du XVIe siècle. XVIe siècle. Véronèse est admiré pour ses costumes somptueusement ornés et la richesse des couleurs. J'ai dû rêver ou alors c'est cette grande baraque qui craque comme un vieux rafio. Bon, je veux pas me tresser des lauriers, mais je dois admettre en toute modestie que j'assure quand même comme un gros gueudin. Bon, what's next? Ah, Bruegel. Lui, je l'adore. Bon, reste à le trouver dans ce dédale. Donc, je dois traverser toute la galerie italienne, contourner la circoncision du Guerchin, traverser la salle de peinture espagnole, la 208, puis la petite salle carrée de la peinture française du XVIIe, ok, c'est fait. Ensuite, entrer dans la salle des grands tableaux avec Rubens, puis la salle des peintures françaises avec les 2 Poussins, ok, on continue, Ah, voilà, nous y sommes. La galerie des peintures flamandes et hollandaises XVIIe. Et à gauche, salle 212, ah, mon petit Bruegel, à nous 2, on va voir ce qu'on va voir.
Nous voici devant La Terre de Jan Bruegel, dit Bruegel l'Ancien ou Bruegel de velours, ainsi nommé en raison de son admirable coup de pinceau et de sa finesse d'exécution. Les Bruegel forment une dynastie sans équivalent dans la peinture flamande de la Renaissance et de l'époque moderne, avec pas moins de 13 peintres célèbres dans l'arbre généalogique de la famille. Comme vous pouvez le voir au premier plan de ce tableau peint entre 1606 et 1611, une très grande variété de fruits, de légumes et de plantes, ornementales ou nourricières, compose un véritable inventaire du vivant. Plusieurs approches se complètent ici. Les croyances antiques, avec les divinités qui se tiennent au centre, dont Déméter, la déesse grecque de l'agriculture et des moissons, l'approche scientifique et la foi chrétienne. Elles permettent à Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que cette espèce de plante à cloche brunâtre fout dans mon tableau? C'est pas possible. Mais elle y était pas cet après-midi. Et puis on n'en parle pas dans mon texte. Mais non, il n'y a rien sur cette mocheté de plante près de mes dents. Nada, nix, que dalle. Mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar vaudou ce truc. Et puis comment je fais moi demain si un journaliste me pose une question là-dessus? Voilà la première cacahuète dont on parlait tout à l'heure. Une fleur qui n'y était pas l'après-midi même était visible sur le tableau de Bruegel. Alors, comme à chaque fois que Lucas tombe sur un problème sérieux, il appelle Emma à la rescousse. Allô, Emma, t'es où? Au premier. Je viens de quitter le responsable du service accueil et surveillance. Un gars en or qui m'a même filé une petite radio pour pouvoir le joindre si je me perds. Je commence à répéter mes textes, bon, comme toi j'imagine. Ouais, bon, rapplique ici tout de suite, on a un léger pépin. Un pépin? Quel genre de pépin? Et t'es où d'abord? Au second, dans la galerie des peintres hollandais, devant mon 3e tableau, La Terre de Bruegel l'Ancien. Traîne pas, hein, ça sent mauvais. J'arrive tout de suite. Bon, ça a pas l'air d'avoir été rajouté à l'arrache. C'est d'un brun plus dense que le rouge des fleurs du premier plan, ça, oui, mais ça a l'air ancien. Aussi ancien que le reste de la toile. Qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? Alors? Regarde. Quoi? Mais ça! Mais, et alors? Ça y était pas cet après-midi. Tu plaisantes? J'ai jamais été aussi sérieux. Oh non mais tu te trompes mon gars, c'est pas possible. Emma, j'en suis sûr à 110%. Attends un peu. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, ultra zarbi même. Une foutue fleur apparaît dans un tableau vieux de 4 siècles et... Non, c'est pas ça. Cette fleur, on dirait une Gastrodia anicellus. Ah ouais, d'accord, super. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que fait cette gastro-chose dans mon tableau. Bon, t'es sûre qu'elle y était pas cet après-midi? Emma, tu me connais. Ouais, c'est vraiment chelou. Parce que même si tu te trompais, ce que je n'ai pas dit, eh ben, je me demande quand même comment un peintre flamand a pu peindre en 1610 une fleur exotique rare qui a été découverte en 2020. What? Attends, laisse-moi regarder sur mon portable. Tiens, regarde. Alors, voyons. Les Royal Botanic Gardens de Kew, au Royaume-Uni, ont récemment dévoilé une liste de leurs 10 espèces végétales préférées découvertes en 2020 à travers le monde. Parmi elles, une orchidée qui ressemble davantage à un fruit pourri qu'une fleur délicate, la Gastrodia anicellus de Madagascar. Mais c'est ma fleur sur la photo! Mais ouais. Et si ta fleur n'a été découverte qu'en 2020, comment ton Bruegel a pu la peindre au début du XVIIe siècle? Ouais, regarde en ligne si les images de ce tableau, il doit y en avoir des milliers sur Internet, contiennent cette Gastrolia enteritus, là. Gastrodia anicellus. Ouais, bon, c'est pareil. Non mais j'en reviens pas, mais c'est ouf. Ben ça alors, les images en ligne sont formelles. Tu dois te tromper. La représentation de cette orchidée a bien l'air de dater du XVIIe pourtant. Lucas, tu viens de faire une découverte majeure. Une plante exotique qu'on croyait inconnue jusqu'à aujourd'hui a en fait été peinte par un des plus grands artistes flamands du début du XVIIe siècle. Ce qui implique qu'elle poussait déjà en Europe à cette époque. Il faut absolument contacter les botanistes anglais. Emma, puisque je te dis que cette foutue orchidée n'était pas là tout à l'heure.
Lucas! Bon, ok. Je suis Miro et j'ai des alus. Attends, Lucas! Fous-moi la paix, je me suis gouré. Point. On va pas en faire tout un fromage. Appelle-les tes Anglais si tu veux. Moi, je continue. Ciao. Oh, mais quel caractère de chien! C'est vrai que Lucas peut être parfois un peu soupe au lait. Mais tout cela était quand même étrange. Très étrange. Car notre jeune enquêteur, c'est connu, est doté d'un sens de l'observation proprement stupéfiant. Se pouvait-il qu'il se soit trompé? Difficile à envisager, même si toutes leurs observations semblaient le prouver. Comme Emma me l'a raconté plus tard, à la suite du petit coup de sang de Lucas, ils ont poursuivi leur parcours pour vérifier les 2 œuvres suivantes. Ils ont traversé 4 salles, puis, au bout de l'aile, le Salon des Fleurs, salle 217, pour aller voir l'Abreuvoir et le Rocher de Jean-Honoré Fragonard, qui se trouve dans la première salle de la galerie suivante, salle 218. Lucas présentait comme un rageux, dixit Emma, les éléments clés de ces 2 chefs-d'œuvre peints à 15 années d'intervalle, en 1765 et 1780. Ces 2 paysages, traversés par une diagonale au-dessus de laquelle le ciel occupe plus de la moitié de la composition, hommage de Fragonard à ces aînés nordiques du XVIIe siècle, auraient pourtant dû l'intéresser. Une narration réduite à son minimum, une nature paraissant saisie en un instantané d'une grande intensité, où arbres, nuages, animaux et hommes semblent animés par un même mouvement. La virtuosité du peintre qui, en quelques habiles coups de brosse, d'une matière extrêmement fluide, parvient à rendre compte de l'imperceptible déplacement des nuages et, en petites touches compactes, à traduire le frémissement des feuillages. Mais Lucas était en rogne, et il valait mieux le laisser un peu redescendre en douceur. Emma a donc décidé d'aller jeter un œil sur le client suivant de Lucas, une étude d'arbres de Michel Grobon, exposée dans la salle suivante sur le mur de gauche. Ah, comme j'aurais aimé être avec elle à ce moment. J'adore ce tableau à l'ambiance de fin d'été. Les feuilles mordorées du sublime tilleul semblent indiquer l'approche de l'automne. Les couleurs, l'ambiance, la précision des éléments de décor, la majesté de l'arbre. Tout me plaît. L'ouverture sur le paysage à droite donne à voir des champs qui mènent à des bois et à des collines et un ciel sublime. Si j'avais pu rencontrer ce Grobon, l'un des premiers artistes à peindre les paysages de Lyon et sa région, je lui aurais dit toute l'admiration que j'ai pour cette toile de 1810 à la technique minutieuse. Cette facture précise me fait penser au peintre hollandais du XVIIe siècle qu'il admirait. Mais je n'y étais pas. Pas plus que je n'aurais pu rencontrer cet artiste mort en 1853. En revanche, ce que je peux faire, c'est vous raconter la suite de notre histoire, ou demander à nos jeunes amis de le faire à ma place. Lucas, t'as bientôt fini? Faut qu'on avance. J'arrive. T'as entendu? Ouais, il se passe de drôles de trucs ici. Suis-moi et pas un bruit. Attends, Quoi? écoute. T'entends? Non? On est où? On a traversé toute la galerie du 19e. L'espace où se trouve la vitrine des bustes sculptés d'Honoré Daumier. Et là, on est à l'entrée de la salle 223, la salle du poème de l'âme de Louis Jeanmot. Tu connais toutes les salles du musée? Non, je viens de regarder sur le plan. Et j'adore... Chut! Écoute. Encore ce bruit. J'ai l'impression que ça vient de plus haut, de l'escalier qui mène à la salle de la lanterne, au 3e étage. Viens, on y va. À partir de maintenant, plus un bruit, plus un mot. Y a personne ici. C'est même un peu lugubre. Voire flippant, non? Ouais, c'est chelou. Toi aussi, tu l'as entendu ce bruit, hein? Oui. Enfin,
je crois, je sais plus. D'un autre côté, des édifices comme celui-là doivent en produire des sons la nuit, c'est normal, non? Ça craque et ça grince. Oui, sans doute. J'espère juste que cet endroit est pas hanté. Tu crois aux fantômes, toi, maintenant? Des fantômes au musée? On sait jamais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je continue. J'ai encore 4 tableaux à réviser. Tu m'accompagnes? D'après toi, t'imagines que je vais rester toute seule dans cet endroit en pleine nuit? En route, alors. On descend le petit escalier qui passe derrière la lanterne et on file dans la salle 227. Celle des paysages français de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est la 3e. J'ai un Corot et un Appian là-bas. Ce Corot. Quel artiste, hein, quand même. Comment s'appelle cette toile? Champ de blé dans le Morvan. Région dont était originaire la famille du peintre. Tu vois comme la touche est plus libre? On quitte la tradition classique. La palette de Corot est très subtile. Elle explore une large gamme de verts. Tout est doux dans ce tableau, ce qu'il représente et la manière dont l'artiste le représente. Les tons sont profonds et comme cernés de gris, ce qui annonce l'évolution à venir du style de l'artiste. T'es méchamment calé, toi, hein? Tu m'épates. Bah, qu'est-ce que tu crois? L'art, c'est mon truc. J'ai toujours aimé ça. Je me verrais bien devenir conservateur de musée ou tout simplement artiste de renommée internationale. C'est stupéfiant. Ah oui? Qu'est-ce qui est stupéfiant? D'être à ce point de mauvaise foi. Je me demande si c'est pas toi qui l'as inventé en fait, la mauvaise foi. Je te rappelle que tu voulais m'étriper quand je t'ai annoncé avoir dit oui pour venir ici. N'importe quoi! J'ai presque dû insister pour que t'acceptes. Un de ces jours, Lucas, je vais t'arracher la tête. T'aimes décidément pas avoir tort, toi. C'est très féminin, ça, comme attitude. Non mais j'y crois pas. Mais t'en rajoutes en plus et dans la veine macho bas du front. Mais t'es vraiment un gros boulet. Tiens, tourne-toi en direction du mur d'en face et regarde. Ça, c'est un temps gris sur le marais de la Burbanche d'Adolphe Appian, un peintre lyonnais. C'est au contact de Corot avec lequel il travaille qu'Appian va s'écarter lui aussi du modèle du paysage classique pour aller vers une approche plus naturaliste. C'est pour ça qu'ils ont mis les 2 tableaux presque en face l'un de l'autre? Oui, sans doute. Bon allez, amène-toi, il est 22h passé. J'aimerais boucler le parcours et aller manger. Il reste 2 toiles à voir et après, c'est la quille. La quille? Ouais, la quille. C'est comme ça qu'on appelait la fin du service militaire. Bon, mais on va où? 2 salles plus loin, salle 229. Monet et Cézanne. Sacré programme. Ouais. Chut! T'as entendu cette fois? Continue à avancer. T'as le drone? Oui, mon père m'en a confié un nouveau. Encore plus petit, plus silencieux et plus perfectionné. L'interface avec mon smartphone est encore plus simple. Ses caméras infrarouges et ses micros sont ahurissants de puissance et de netteté. Ok, tu l'as sur toi? Bah naturellement, il me quitte jamais. Le printemps est une huile sur toile peinte par Claude Monet en 1880. Elle représente la vallée de la Seine vue des coteaux de Véteuil. Ce village a été l'un des lieux de résidence de Monet entre 1878 et 1881. Il y a peint plus d'une centaine de tableaux. Envoie le drone de là où nous venons. Ok. Fais-le voler haut, très haut. Qu'il fasse en sens inverse le chemin que nous venons de faire. Monet s'intéresse principalement aux paysages et aux effets de la lumière, l'un des fils conducteurs de son œuvre. Il est l'un des créateurs et chefs de file du courant impressionniste. Le nom de ce groupe d'artistes a pour origine le titre d'un tableau de Monet, Impression soleil levant. Dès le début du 19e siècle, certains artistes ont quitté leur atelier pour partir peindre en plein air. Ils ne souhaitent plus seulement composer des images idéales et parfaites dans la solitude de l'atelier, mais percevoir la sensation d'une réalité toujours changeante. Vers le milieu du 19e siècle, grâce aux inventions techniques modernes, comme le train qui permet de se déplacer plus vite ou le tube de peinture qui permet d'emporter facilement le matériel nécessaire, ils partent explorer des paysages et inventent une nouvelle manière de peindre. Monet cherche à saisir la sensation immédiate, à peindre l'éphémère. Parfois, il réalise même des séries de tableaux à partir d'un même motif pour rendre compte des variations de lumière.
Sur la toile, les couleurs se juxtaposent et se confrontent. Le geste se libère et s'affirme. Vas-y, montre-moi l'écran. Comme tu le vois ici, cet arbre saisi au printemps est remarquable à bien des égards. Les tons pastels, les formes aux contours flous. Il n'y a rien ni personne là-bas. Attends, je fais un passage devant l'étoile, sait-on jamais. Alors, tu me crois finalement ? Non, mais 2 vérifications valent mieux qu'une. Le hapian est parfait, ok. Attends, j'envoie le drone faire un passage devant le coraux. Mince. Regarde le coraux! Regarde le coraux! Mais quoi, le coraux ? Arrête de hurler comme ça ! Mais je ne hurle pas, je chuchote! Mais tu hurles en chuchotant. Quoi ? Qu'est-ce que t'as vu ? Attends, j'approche le drone plus près de la toile. Là. Regarde tout à droite du tableau sous les arbres du premier plan. Mais ça y était pas il y a 5 minutes. Attends, monte-elle. Champ de blé dans le morvan de coraux et champ de blé dans le morvan. Non, modifié partout, sur le site internet du musée, dans les notices et les catalogues. Mais Emma, on rêve pas. Ça y était pas tout à l'heure. Non. Et crois-moi, des hibiscus. Surtout des hibiscus areiae, dans le Morvan, en 1842. Ça devait pas courir les sous-bois non plus. Cette espèce endémique de Tanzanie vient également d'être découverte. Mais si la toile a été modifiée entre notre passage et maintenant, c'est que... Tout juste, Auguste. C'est que le ou les faussaires circulent dans le musée en ce moment même. Et qu'on est en danger. En danger de mort. Parce que des gens capables de faire ça, ils doivent être salement motivés et organisés. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle la police ? Attends. Laisse-moi réfléchir une seconde. La salle de la lanterne, en haut de l'escalier. Ouais, eh bien ? C'est de là qu'ils opèrent. Ils étaient devant nous quand on était dans la galerie des peintures du XVIIIe et XIXe siècle. Et ils sont derrière nous maintenant. Il n'y a pas d'autre solution. Ok, bon. La radio que t'as donnée le gars de la surveillance, là. Prends-la et appelle-le. Tiens, fais-le. Moi, il faut que je comprenne ce qui se passe. Allô ? C'est Lucas, l'ami d'Emma. Oui, on est près de la salle de la lanterne et on a une situation vraiment chelou, là. Venez avec les agents de sécurité et appelez la police, s'il vous plaît. Vite, faites vite, mais discretos. Pourquoi le ou les faussaires ne se contentent-ils pas d'échanger les toiles par des copies conformes s'ils veulent les voler ? Pourquoi ont-ils lancé un hacking planétaire sur toutes les représentations en ligne ? Pourquoi ont-ils pris le risque de faire ça juste pendant que nous y étions ? Pourquoi... Marabon ! L'ennemi juré de la guilde des jardins du roi, et de la biodiversité, et du vivant. Se pouvait-il que la multinationale des pesticides, avec laquelle nous croisions régulièrement le fer, et qui avait juré notre perte, soit à la manœuvre ce soir-là, au musée des Beaux-Arts de Lyon ? La suite va nous le dire. Vous êtes en place, chef ? Ok, juste derrière la porte de la salle de la lanterne ? Super. Nous, on va se positionner en bas du petit escalier qui mène de la galerie du 19e à la salle de la lanterne. Et on bloque cet itinéraire de fuite. Voilà. Laissez-nous 1 minute pour faire un passage de drone dans la salle. Et... Oui, de drone. On vous explique tout dans quelques minutes. Bon. Emma, à toi de jouer. Montre-moi l'écran, je vois rien. J'envoie le drone dans l'escalier. Je lui fais prendre de la hauteur. Si on n'a rien vu, c'est qu'il se cache quelque part. Dans la lanterne ? Je fais le tour. Non, rien on dirait. Attends, inspectons le plafond maintenant. Non. Bingo ! Là, une trappe avec un rayon de lumière qui filtre. C'est incroyable ! Chef, les voleurs sont cachés dans le plafond. Vous y allez ? Ok, la police est déjà au musée ? Super. Bon, on attend quelques secondes. 3, 2, 1, go !
Rendez-vous. Vous êtes cernés. Emma ne s'était pas trompée. Emma ne se trompe jamais. Dans le faux plafond, on a retrouvé les 2 œuvres originales de Bruegel et de Corot. Et une autre copie, prête à faire son apparition. Les peupliers de Paul Cézanne, lestés d'une Hippomoea noemana endémique du Pérou, et un petit bonhomme terrorisé. Son passage aux aveux et les documents retrouvés dans son ordinateur livrèrent une version édifiante de cette opération. Le commanditaire, et même si rien ne pouvait prouver que c'était Marabon, nous savions nous ce qu'il en était, le commanditaire donc avait demandé sous la contrainte à Franz von Milgeren, faussaire de génie, de peindre des reproductions parfaites de toiles célèbres, mais en y incluant discrètement des plantes tropicales. Pourquoi, me demanderas-tu ? Eh bien tout simplement parce que la présence de ces plantes exotiques en Europe en 1600, 1840 et 1880, attestée par les plus grands maîtres de la peinture, devait prouver au monde entier que le changement climatique n'existait pas. Ou à tout le moins que les modifications de la flore étaient un processus ancien qui avait commencé bien avant la révolution industrielle. L'homme n'était donc pas responsable de la hausse des températures à la surface du globe et on pouvait gentiment continuer à produire et polluer. Marabon savait que les grands critiques d'art et les conservateurs du musée des Beaux-Arts de Lyon découvriraient la supercherie, mais ils avaient préparé une campagne de désinformation planétaire qui permettrait d'instiller le doute. Et c'est sur le doute que ces gens-là et leurs affaires prospèrent. Ils voulaient faire éclater cette controverse pendant la captation d'Emma et Lucas devant la presse, afin de mettre la guilde en difficulté et faire d'une pierre 3 coups. La revente des œuvres volées servant à financer cette funeste entreprise. Heureusement, Emma et Lucas veillaient. Dans cette salle 229, sur le mur situé en face du Printemps de Claude Monet, les peupliers, peints par Paul Cézanne vers 1879-1880, constituent un témoignage clair de son admiration pour Camille Pissarro, son ami et aîné, qui avait peint ce même endroit 5 ans plus tôt. Mais il s'écarte ici de la leçon impressionniste pour atteindre un vocabulaire plastique complètement personnel. Il compose le paysage et porte son attention sur un bois de peuplier. Leur ligne verticale crée un effet géométrique et un rideau quasi hermétique. À la différence de ses prédécesseurs, dont nous avons pu admirer les œuvres tout au long de ce parcours, Cézanne choisit ici de représenter des arbres plantés par l'homme, introduisant le résultat de l'activité humaine et sa mainmise sur la nature. Un processus qui s'est accéléré jusqu'à devenir aujourd'hui le plus grand défi de notre temps. Fin. En quête de paysages est un podcast original du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Texte et concept, Guillaume Lecornec, La Mutinerie, Médiation et Littérature. Direction de projet pour le Musée des Beaux-Arts de Lyon, Véronique Moreno-Lourteau. Lu par ordre d'apparition, Jacques Chambon, Stéphane Ducreux et Sophie Tavert. Ce podcast a été réalisé par Thierry Cotin pour les Muséastes, Histoire de point de vue. Musique originale composée par Terence Guillerme. Retrouvez Emma et Lucas dans les 3 tomes d'Enquête au jardin, Les Empoisonneurs, Les Pommes de l'Apocalypse et La Conjuration Lamarck. Cette série de polars botaniques pour ados a été écrite par Guillaume Lecornec et publiée aux éditions Plein Vent.